je ne saute pas sur la scène, je n'aime pas ma culture, mais la prochaine fois, je vous promets que j'essaierai de faire un effort à cet égard. En tout cas, je suis très admiratif de votre président qui le fait vraiment à 9 h du matin. Moi, je me frotte encore les yeux à cette heure-là, pour vous avouer. Voilà, donc pour autant, je suis très heureux d'être parmi vous pour évoquer plusieurs sujets qui me sont chers, évidemment le vôtre, les enjeux de formation. J'avoue avoir également œuvré pendant un certain temps à la Commission européenne sur ces sujets, et je pense que c'est important de le dire lorsqu'on fait des sondages à l'échelle européenne sur ce que sont les politiques européennes. Ce qui ressort le premier et le plus haut et qui a un niveau de satisfaction qui est absolument imbattable puisqu'elle est supérieure à 80%, c'est Erasmus. C'est un programme qui a été démultiplié du fait de son efficacité et c'est très concret, c'est extrêmement perçu comme réellement l'une des capacités tangibles de l'Europe à toucher finalement les jeunes et à faire quelque chose d'efficace. J'ajoute, et encore une fois, excusez-moi pour cette petite digression, mais que Erasmus, c'est une machine à faire des pro-européens, puisque les gens qui ont fait un parcours Erasmus, généralement, je crois, 30% d'entre eux se mettent en couple avec quelqu'un qui est d'un autre pays européen, et le taux de gens qui sont évidemment des pro-européens parmi ceux-ci est également de l'ordre de, je crois, supérieur à 85%. Voilà, j'en ai fini sur le plaidoyer pro-européen, mais c'était important, à mon sens, de rajouter ceci. Alors, vous vous demandez pourquoi je suis ici pour vous parler d'écologie, d'environnement, venant du monde du digital. C'est une longue histoire et je pense que c'est important d'essayer de vous mettre ça un petit peu en perspective. Je me suis passionné depuis, je pense, les années 2000 sur les sujets de formation par et pour le numérique au sens large. Je fais partie de ceux qui, dans la première vague qu'on appelait l'e-learning, je pense que certains d'entre vous s'en souviennent, était extrêmement, probablement trop d'ailleurs, positif à l'égard du potentiel de ces technologies, parce que c'était un peu cette époque très utopique de l'Internet où on nous expliquait que finalement on allait résoudre des enjeux de mobilité sociale extrêmement marqués, on allait pouvoir faire en sorte que les pays en développement accèdent à un niveau d'éducation assez équivalent à celui que l'on connaît. Et il y avait beaucoup de raisons de croire ça, parce que je ne sais pas si certains d'entre vous s'en souviennent, mais à l'époque, on avait les premiers MOOC, c'était dans les années 2008-2009, et ils avaient des succès incroyables. Je pense en particulier à Sébastien Thrun, qui est un expert dont on parle encore aujourd'hui dans le domaine de l'intelligence artificielle. Il avait lancé un MOOC depuis Stanford, qui était l'un des premiers MOOC vraiment complets. Il y avait, de mémoire, il y avait 23-24 heures de formation sur ce MOOC-là. Et il l'avait dimensionné pour qu'il y ait 1 millier de personnes à peu près qui viennent dessus. Voilà. Et quand il a clos les inscriptions, je ne me souviens plus quand c'était, ça devait être en 2008, je pense, il avait 170 000 personnes qui étaient inscrites. Et donc évidemment un problème énorme. Et il a eu une idée de génie, il a dit, ceux qui finissent le MOOC en premier, les 1000 premiers qui le finissent, je vais vous demander d'être les correcteurs des autres. Et il a fait une sorte de pyramide de correction comme ça. Ça a plutôt pas mal marché. Et donc, c'était une sorte d'élan d'optimisme incroyable qui fait qu'on s'est tous dit, enfin, moi en tout cas, c'est génial, on va complètement massifier l'accès à l'éducation. En fait, c'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des taux d'attrition énormes dans les MOOC, alors qui sont largement dus au fait qu'on s'inscrit gratuitement dans beaucoup de MOOC et que donc finalement, dans la mesure où on rentre facilement, on sort aussi facilement. Et sur Udacity, qui est la plateforme de Thrun, qui est l'une des grandes plateformes de MOOC, le taux d'attrition, il est abominable puisqu'il est de 94%. Il n'y a que 6% des gens qui finissent les MOOC là-dessus. Donc il y a eu une période de déception très importante. On a, encore ce matin, j'ai quelqu'un qui m'interpellait sur Twitter en me disant « faut arrêter d'être technosolutionnistes avec l'éducation et tout ça. On sait bien que c'est des enjeux d'inégalité sociale. » Certes, mais est-ce qu'on ne fait rien pour autant? Est-ce qu'on n'essaie pas de repenser les protocoles pédagogiques? Moi, je suis de ceux qui sont assez outrés quand on me dit ça, parce que je pense que c'est d'un fatalisme déconcertant, en réalité.
Et donc, je ne sais pas si je répondrai à cette personne, mais j'ai l'habitude de ne pas trop répondre sur Twitter, mais peu importe. J'observe qu'il y a des choses incroyables qui se passent malgré tout. Je voudrais vous citer 2 initiatives qui n'ont pas lieu dans le domaine du digital, mais moi, qui m'ont beaucoup frappé. C'est Keep à New York et le LeadX au Maroc. Je prends exprès des initiatives qui sont un peu distantes parce qu'on les dépassionne d'une certaine manière. Parce que si je cite une initiative en France, il y a certains qui vont dire « oui, mais celui-là, il est de tel camp ou de tel camp ». Et donc, voilà. Donc, les initiatives extérieures ont l'intérêt de pouvoir amener un sujet de façon désidéologisée. Keep, c'est une initiative qui a été financée principalement par la communauté ashkénaze de New York il y a une trentaine d'années et qui a pour principe de prendre des enfants qui ont été identifiés par les assistantes sociales et de renverser la table, c'est-à-dire de créer un contexte éducatif qui est extrêmement particulier, avec une très très grande intensité du professorat, des périodes de vacances qui sont très courtes, qui sont réduites à 3 semaines. Et donc vous n'avez jamais en été plus de 3 semaines de vacances simultanées, parce qu'on se rend compte que c'est la zone d'effondrement. Vous rentrez dans un milieu qui ne vous pousse pas forcément à maintenir un niveau de lecture et de formation qui est important. Et Keep est aujourd'hui, fort de ses résultats, un truc complètement, une sorte d'ovni dans le domaine de l'enseignement, puisqu'ils placent 10% de leurs élèves en Ivy League. C'est un peu comme si je vous disais qu'on place 10% des élèves qui font des formations qui seraient équivalentes en France à Polytechnique ou à Normal Sup. Et le reste, vous avez que quelque chose de l'ordre de moins de 15% qui ne va pas faire une formation d'enseignement supérieur. Voilà. Et donc ça, pour moi, ça tue littéralement cette notion de fatalisme, consiste à dire « ouais, mais on a tout essayé », et donc finalement, la mobilité professionnelle, éducative, sociale, c'est un truc qui fonctionne sur les autres planètes et pas sur nous. Alors encore une fois, ce n'est pas numérique, et je voudrais citer un autre exemple. J'ai parlé du LeadX. Le LeadX, ça se passe au Maroc, c'est emmené par l'université Mohamed VI. Au départ, c'était des cohortes de 800 élèves. C'est un lycée, finalement, qui va à peu près pareil, identifier des élèves dans tout le Maroc. Il n'y a pas de notion de carte géographique dans ce genre de choses. Et on arrive à faire de ces gens-là des gens qui sont tellement puissants que ça pose un problème aujourd'hui. Je parlais avec le président de l'université Mohamed VI il y a juste 3 jours. Il me disait « j'ai des conflits avec les Français parce que je suis devenu quasiment le premier établissement étranger en placement à l'X, à Polytechnique, et dedans, il y a 60% de boursiers. » Donc c'est vraiment... Voilà, donc il faut vraiment garder ça à l'esprit pour se dire il y a des choses qui sont remarquables, qui arrivent. Alors évidemment, ça repose sur des moyens assez considérables, mais quand même, ça doit vraiment nous raffermir dans notre conviction que tout est possible, que vraiment tout est possible. Et parmi les tout est possible, je pense que les outils numériques sont d'un apport absolument extraordinaire pour réussir à faire ce genre de choses. Alors maintenant que je vous ai dit ça, il y a 2-3 notions que je crois importantes à avoir à l'esprit en matière de digital. 2 d'entre elles. L'une à laquelle j'ai été plus ou moins mêlé, c'est un travail qui a fait l'objet de publications scientifiques, qui est ancien maintenant, mais qui a été emmené par une association française, cette fois-ci, qui s'appelle Agir pour l'école, qui consistait à donner des tablettes à des très jeunes enfants, qui avaient de l'ordre de 6-7 ans, et qui contenait un protocole pédagogique totalement autonome d'apprentissage de la lecture. En d'autres termes, on vous montre la lettre A, l'enfant répète A, la machine dit A, puis l'enfant comprend que ça veut dire A, il répète A, et puis quand il est capable de le faire tout seul, on passe à des associations de lettres, 2 lettres, puis 3 lettres, puis des mots complets, etc. Et ça a fait l'objet de publications scientifiques. On a montré qu'on était capable d'amener un niveau de lecture, je ne me souviens plus à quoi ça correspond en termes d'évaluation internationale, mais en gros, on fait en 3 semaines ou 4 semaines l'équivalent de ce qu'on va mettre 6 à 8 mois à faire pendant l'année de CP. Voilà, donc et je ne veux pas que ça donne le sentiment que je suis technosolutionniste. Je veux dire que
les capacités d'ingénierie pédagogique qu'amènent les outils technologiques, quand on ne les voit plus uniquement comme des outils technologiques, mais comme des auxiliaires, sont absolument remarquables. Et puis, là, plus récemment, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est Salman Khan, c'est le fondateur de la Khan Foundation, on est à nouveau aux États-Unis, qui a fait 3-4 conférences récemment en disant voilà, ce qui est en train d'arriver avec l'intelligence artificielle, c'est une rupture majeure parce qu'on est capable de faire du mentorat individuel. Et vous le savez mieux que personne, l'un des problèmes que l'on rencontre à la fois dans le système éducatif, dans la formation professionnelle, dans l'apprentissage, c'est la dispersion de compétences dans une classe. Si vous avez un professeur qui a 25 élèves, le risque, c'est qu'il se concentre sur les meilleurs et puis qu'il y a un phénomène un peu d'abandon de ceux qui sont derrière. Et donc, plus vous avez de diffraction dans la compétence, plus c'est difficile. La technologie permet d'avoir des parcours individualisés à cet égard. Il y a des travaux qui commencent à sortir à ce sujet, et Salman Khan les cite, qui sont incroyables, mais je trouve vraiment frappants. On montre une équation à un gamin. Et on fait du eye tracking, on regarde où est-ce qu'il regarde. Et on explique l'équation. On dit voilà, la partie haute, on additionne, on divise, etc. La partie basse, on fait. Et on comprend, la machine comprend ce sur quoi bute le gamin. Il y a 9 patterns différents. Ça peut être l'appréhension de complexité, qui est rebutante. Ça peut être du calcul, ça peut être de la mémoire, parce que vous devez vous souvenir que la première partie va interagir avec la deuxième partie, etc. Et donc, on essaye d'isoler ces patterns et de renforcer cette compétence déficiente. Et après, on revient à l'équation. Et on montre que des choses qui sont vraiment des barrières dures sont assez facilement franchissables avec ce genre de choses. Donc on a là un potentiel, une promesse qui est extraordinaire. Salman Khan cite aussi, j'ai vu que là dans les stands, il y avait des gens qui travaillaient sur le métaverse, il disait, ben voilà, on fait des expériences où on crée des conversations avec Aristote. On a rentré tout le corpus d'Aristote dans la machine, et puis plutôt que de dire vous allez tout lire, ce qui est quand même un peu frontalement difficile à faire, on crée des conversations dans un contexte qui est un contexte virtualisé de ce que pouvait être la Grèce antique. Évidemment, voilà, c'est très très différent de tout ce que l'on peut imaginer, et on arrive à faire des choses qui sont juste incroyables. Je l'ai tweeté, je crois, hier ou avant-hier, la vidéo de Salman Khan, elle fait 40 minutes, regardez-la, c'est dingue. Et il y en a 3-4 autres qui existent sur Internet, pour ceux d'entre vous qui comprennent l'anglais. Je ne sais pas si c'est sous-titré, mais c'est vraiment très, très impressionnant. Donc je voudrais... Mon sentiment, c'est qu'on a eu une première période d'enthousiasme qui a été vraiment douchée à la fin des années 2000, et puis il ne s'est pas passé grand-chose. Je ne sais pas si vous partagez ça, moi c'est vraiment le sentiment que j'ai, c'est que une forme de moment de déception à cet égard. On dit qu'il faut revenir à des systèmes un peu traditionnels. Et en réalité, on voit à nouveau des choses qui arrivent. Et je pense que le machine learning, les large language models, sont une opportunité extraordinaire. Vraiment, si vous pensez que je suis, encore une fois, un technosolutionniste des BA, je suis prêt à affronter les critiques et à me défendre à cet égard. Alors pour l'instant, je n'ai pas parlé du tout d'environnement. Qu'est-ce qui est en train de se passer, outre le fait qu'il commence à faire assez chaud et qu'on s'inquiète de la façon dont l'été va se dérouler au sens large? Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on est face probablement au plus grand défi collectif que l'humanité n'a jamais affronté. C'est-à-dire qu'on doit faire l'équivalent d'une révolution industrielle en l'espace de 10 ans, c'est-à-dire diviser de 60% pour l'ensemble de la planète, réduire de 60% nos émissions de CO2 d'ici 2030. Alors on a déjà fait un bout du parcours, on a fait à peu près 40% pour la France, mais il nous reste quand même un très très gros morceau à faire devant nous, et on sent bien que c'est extrêmement difficile si on est dans des modèles de fonctionnement qui sont incrémentaux. L'un des enjeux, je crois, c'est très clairement l'enjeu de compétences, c'est-à-dire qu'il y a réellement des nouvelles compétences à créer à cet égard, et on le voit bien d'ailleurs, tous les acteurs qui sont sur ces sujets disent finalement
l'un des facteurs premiers de réussite ou d'échec de ce que nous sommes en train de faire, c'est le fait d'accéder au capital humain. Moi, je parlais il y a 3 jours avec les gens qui fabriquent cette giga-usine Carnot à Dunkerque, et qui disent on a toute la roadmap pour produire l'usine, pour mettre en route, etc. Ce qui frotte, c'est arriver à recruter des gens. Et dans tous les domaines, c'est pareil. Alors vous allez me dire que toutes les professions aujourd'hui subissent ce phénomène-là, les restaurateurs, etc., etc. Mais dans ce domaine, c'est encore plus difficile parce que le niveau de compétence est plus élevé. Et puis surtout, ce sont des compétences transverses. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement de l'expertise d'ingénierie, c'est aussi la compréhension des enjeux d'environnement, réglementaires, et puis c'est aussi, dans la mesure où on appuie sur différents boutons à la fois, beaucoup de soft skills, beaucoup d'expériences, enfin, ou plutôt de compétences managériales dans des formations qui sont d'une nature assez nouvelle. Et le point qui semble aujourd'hui se dessiner, je crois que c'est quelque chose sur lequel moi j'insiste beaucoup, c'est de dire que en réalité, on vit une opportunité qui est assez, je crois, beaucoup plus forte qu'on veut bien le penser. Alors encore une fois, chacun parle de sa chapelle, mais néanmoins, je voudrais faire observer quelque chose. Les travaux qui sortent actuellement à l'égard de l'intelligence artificielle montrent que pour la première fois, depuis probablement de longues décennies, on a l'opportunité d'avoir des gains de productivité comme jamais on en a eu probablement depuis l'électricité, depuis plus d'un siècle. Tous les travaux qui sont faits sur la façon dont on peut appliquer les larges langages modèles dans les systèmes productifs, en d'autres termes dans les entreprises, mais aussi dans les administrations publiques, etc., parlent dans un horizon qui est inférieur à 10 ans, c'est 2030 à peu près, 2032, de gains de productivité qui pourraient être à l'échelle macroéconomique de l'ordre de 30%. C'est du jamais vu. Les gains de productivité aujourd'hui, en France, dans les 3 dernières années, ils ont baissé de 3%. D'ailleurs, c'est assez historique, c'est depuis le Covid. On l'explique très mal. Probablement, on l'explique en partie parce qu'il y a un nombre d'apprentis qui arrivent qui est important, qui ont une faible productivité, mais normalement, ça devrait avoir un effet vertueux à moyen terme, parce que ces gens-là, au bout d'un moment, se forment et renforcent la productivité. Donc, je dirais qu'on est dans un phénomène de frottement important. On a d'un côté de la destruction de productivité parce que finalement on réduit le chômage et qu'on a des gens qui sont moins compétents qui arrivent sur le marché du travail. Et de l'autre côté, on a des outils de productivité qui sont absolument énormes. Et pourquoi je pense qu'on peut le lier avec l'environnement ? Tout simplement parce que l'environnement, il suffit d'ouvrir n'importe quel journal pour le voir, ça va être l'occasion de créer des tensions sociales extrêmement fortes. On parle de répartition de la richesse, on parle du fait qu'on va devoir tous faire des efforts. Évidemment, les plus précaires d'entre nous, quand vous leur demandez de faire un effort, ce n'est pas la même chose que ce que vous le demandez à la classe moyenne ou à la classe supérieure. Donc tout ça est assez, je dirais, angoissant sur notre capacité à réussir à faire ce genre de choses. Vous savez que quand on demande aux gens de passer de 90 à 80 km/h sur les nationales, juste cette petite chose qui pourrait passer assez anodine suffit à provoquer des quasi-révolutions. Et donc, le fait qu'on ait en même temps que finalement ces enjeux environnementaux, ces gains de productivité qui vont se manifester au travers des technologies d'intelligence artificielle est une bonne nouvelle. Parce que ça va nous permettre finalement de repartager de façon différente le gâteau, c'est-à-dire de le faire grandir, et finalement de ces bénéfices de la productivité, plutôt que de les orienter vers ce qui a été largement fait au cours des 30 dernières années, une logique essentiellement consumériste, finalement de les orienter vers cette transition environnementale. On estime que le coût de la transition, il y a un rapport Pisani-Ferry qui est sorti il y a peu de temps à ce sujet, c'est à l'échelle de la France aux alentours de 4 points de PIB par an, c'est-à-dire 85-90 milliards d'euros là-dessus. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Mais si on arrive à créer, je ne sais pas, peut-être 2 ou 3 points de productivité supérieure, eh bien, ce sera quelque chose qui sera tout à fait absorbable. Et l'autre point qui me semble important, c'est de considérer que, finalement, et je sais que c'est aussi quelque chose qui peut vous sembler un peu choquant, mais directement les moyens de production de l'énergie
le machine learning est probablement le meilleur facteur de décarbonation qui puisse exister. Alors je sais que ça paraît étonnant parce qu'on vous parle beaucoup des enjeux de l'empreinte du numérique, etc. Mais quand vous commencez à regarder finalement secteur par secteur ce qui fait les émissions de carbone, de CO2, eh bien vous vous rendez compte que c'est des inefficiences qui peuvent être renforcées par la technologie. Je vais vous donner un exemple. Les supply chains, le taux de remplissage moyen des systèmes de transport, c'est aux alentours de 40%. C'est totalement inefficace. Quand un camion va livrer quelque chose, il revient une fois sur deux à vide et ce n'est pas efficace. Et quand on commence à faire des simulations dans les supply chains, à regarder quelles sont les dimensions qui font qu'on veut avoir son produit à l'heure et à tel prix, etc., on se rend compte que si on commence à introduire des systèmes avec de la data et du prédictif, qui est le propre du machine learning, eh bien on arrive à optimiser ça de façon essentielle. Si je prends les systèmes de production, je prends par exemple l'usine d'ArcelorMittal à Dunkerque également, eh bien aujourd'hui ils ont pris un engagement de décarbonation totale d'ici 2040. L'un des principaux facteurs qui vont les aider à faire ça, c'est l'optimisation des flux avec le machine learning. Si vous prenez l'agriculture c'est massivement multifactoriel. Un agriculteur ne sait pas gérer plus d'une dizaine de facteurs simultanés. Vous en avez des centaines. Les expériences qui sont faites aux États-Unis, au Brésil, à partir de systèmes à base de machine learning, montrent qu'on est capable non seulement de maintenir le niveau de productivité dans des conditions qui sont de plus en plus critiques d'un point de vue climatique, mais également, plutôt que d'avoir des fuites d'humus, des fuites de carbone, en d'autres termes, on arrive à renforcer la qualité des sols et finalement à faire de la capture carbone. Si on prenait, c'est une vue de l'esprit évidemment, l'ensemble de l'agriculture et qu'on la passait sur des modèles de ce type-là, à base de machine learning, encore une fois c'est une vue de l'esprit, on pourrait réussir à mitiger, à capter quasiment 45% de la totalité des émissions de l'humanité. Vous voyez, juste un secteur pourrait être une très très grande résolution du problème. Je pourrais continuer et passer, malheureusement je n'ai pas le temps, il me reste 2 minutes et demie, mais à vous parler de tous les secteurs d'émissions de carbone et à vous montrer les opportunités technologiques que ça génère. Je voudrais conclure en vous disant une chose. La France est un pays qui n'a pas de spécialisation dans le domaine des technologies informationnelles. L'Allemagne, c'est l'industrie et l'e-commerce. Le Royaume-Uni, c'est la finance, les systèmes financiers. Les pays scandinaves, c'est beaucoup des plateformes d'entertainment, comme par exemple Spotify. Israël, c'est la cybersécurité. En France, quand on regarde le panorama, eh bien, on se rend compte qu'il y a une chose qui frappe, c'est qu'on a beaucoup, dans le domaine des services, des leaders de l'environnement. Des entreprises comme Veolia, comme Suez, comme SOR, mais aussi des entreprises d'électrification. On sait que l'électrification, c'est essentiel à la décarbonation. On a 6 leaders mondiaux, Sonepar, Rexel, Engie, EDF, Schneider et Legrand. Voilà, c'est un peu long d'expliquer pourquoi on a ces leaders, mais ils sont là, il y a une raison qui explique l'historique qui explique ça. Eh bien, ces entreprises-là, si on arrivait à faire en sorte qu'elles deviennent des plateformes au sein desquelles il y ait du machine learning, il y ait de l'intelligence artificielle, on pourrait probablement les passer à une échelle bien supérieure. Et on pourrait spécialiser ce pays dans ce domaine. Moi, je pense, et on observe d'ailleurs autour de nous, que la culture des enjeux du réchauffement climatique, elle est beaucoup plus forte en France que, je pourrais presque dire, dans n'importe quel autre pays que je connaisse. Et je peux vous dire que j'ai passé pas mal de temps à me balader en Europe dans mes précédentes fonctions. Et incomparablement plus qu'aux États-Unis. Les États-Unis ont une culture extrêmement faible, y compris d'ailleurs dans les GAFAM, dans ces très grandes entreprises digitales, de ce qu'est les enjeux de décarbonation. Et donc, il y a, à mon sens, une vraie opportunité pour ce pays de devenir un leader dans les technologies numériques de décarbonation. C'est quelque chose pour lequel vous avez un rôle absolument premier à jouer. Et donc, je crois que cette opportunité, à mon avis, elle s'exprime au travers du pourquoi et du comment. Le pourquoi, c'est qu'on doit en profiter pour cranter des nouveaux protocoles pédagogiques,
C'est très compliqué d'expliquer ce que c'est que le CO2 parce que c'est transversal. C'est plus dans un métier, c'est dans les supply chains, c'est dans les flux. Quand vous regardez finalement comment ça s'exprime, c'est quelque chose de complexe. Et donc ça fait longtemps qu'on parle de cette idée de compétences transverses. Depuis Michel Serres, on commence à parler de cette notion-là. Donc il faut à la fois réussir à acquérir une expertise forte, puissante sur ce secteur qui est celui de l'environnement, et il faut en profiter pour faire une révolution pédagogique qui soit capable d'exprimer cette complexité qui est extrêmement propre au sujet de l'environnement. Et j'observe une autre chose, c'est que finalement, il y a de grandes similitudes entre le numérique et l'environnement. Le numérique, il est transversal, on parle tout le temps de plateforme, donc c'est de la data qui va du premier fournisseur jusqu'au client en passant par tous les processus de l'entreprise. Et les enjeux de décarbonation, ils sont pareils, transversales. On parle de scope 1, scope 2, scope 3. Et donc, il y a une vraie rationalité, finalement, à faire un lien entre ces deux sujets. Et je voulais vraiment l'évoquer avec vous parce que je pense que ça commence par vous et que cette opportunité, elle nous tend juste les bras et que si collectivement on la prend en main, on peut probablement avoir un levier pour sauver le monde assez puissant. Merci beaucoup pour votre attention.